Elle est là, tu la vois enfin pour la première fois de ta vie. Un corps grisâtre, très loin dans le ciel, caché derrière les nuages, de la taille d'un quart d'une pleine lune. Elle ne restera pas longtemps. La dernière fois qu'elle était là, c'était il y a 33 ans. Et nous devrons attendre 33 ans de plus pour la revoir. Tellus, la mystérieuse planète sur laquelle l'humanité a encore tant à apprendre. Pendant longtemps, la Terre était la seule planète voyageant tranquillement sur son orbite circulaire autour du centre de notre système solaire, le Soleil lui-même. Notre système solaire était un endroit globalement stable. Jupiter, Saturne, Mars et les autres planètes agissaient toutes de manière prévisible, toujours sur les mêmes orbites. Jusqu'à ce que récemment, quelque chose d'inattendu se produise. Une autre planète est entrée dans l'orbite de la Terre. Personne ne sait d'où elle vient exactement, puisque ce n'est pas l'une des 7 autres planètes de notre système solaire. Nous avions des appareils avancés qui suivaient les astéroïdes, les météorites et d'autres corps spatiaux, mais les scientifiques ont été terrifiés lorsqu'ils ont vu un corps aussi gros et rond arriver soudainement vers nous à grande vitesse. Ils ont d'abord pensé que c'était un énorme astéroïde et ont eu peur qu'il entre en collision avec la Terre. Il fallait se préparer au pire car il était trop tard pour dévier sa trajectoire. Mais lorsque l'énorme corps s'est rapproché à une distance de 150 millions de kilomètres, qui est la distance moyenne entre la Terre et le Soleil, il a soudainement changé de direction. Nous savons maintenant que c'est le plus près qu'il puisse se rapprocher de la Terre et qu'il a une taille similaire à celle de notre planète. Le corps en orbite doit répondre à 3 critères pour être qualifié de planète. Il doit être une sphère parfaite, tourner autour d'un Soleil et ne pas orbiter autour d'un autre corps, comme une autre planète par exemple. Il doit aussi avoir une orbite dégagée de toute protoplanète, planétésimale ou autre concurrent planétaire. Les scientifiques suivaient l'orbite de la nouvelle planète qu'ils ont ensuite baptisée Tellus, qui signifie Terre en latin. Lorsqu'elle est entrée dans l'orbite de notre Terre, c'est comme si quelque chose s'était produit avec leur force gravitationnelle. Si bien que ces 2 planètes ont créé une orbite complètement nouvelle en forme de fer à cheval. Avec une telle orbite, les planètes peuvent se trouver dans la même zone autour du Soleil. Cela signifie qu'elles ne se déplacent pas en cercle autour d'une étoile, mais que chacune d'entre elles suit le bord d'une sorte de piste en forme de fer à cheval, avec des croissants qui se font face, comme les 2 moitiés d'un anneau brisé. Par exemple, les 2 lunes de Saturne dansent autour de la planète sur une orbite stable en fer à cheval et croisent à environ 150 000 km de Saturne au-delà de ses anneaux principaux. Le plus près qu'elles puissent se retrouver l'une de l'autre est d'environ 15 000 km. Rien d'aussi mystérieux n'avait préoccupé les scientifiques depuis des années. Au début, c'était le chaos car nous ne savions pas comment les choses allaient tourner. Tout le monde a cessé d'aller à l'école, au travail, à l'université. Nous attendions tous des instructions sur ce qu'il fallait faire. Au début, les gens avaient très peur, mais plus tard, ils étaient très excités lorsqu'on a découvert que c'était une planète semblable à la Terre, ce qui signifie que nous pourrions avoir de nouveaux voisins. Les scientifiques pensent que Tellus partageait autrefois son orbite avec une autre planète inconnue dans un autre système solaire. Nous n'avons jamais eu 2 planètes partageant la même orbite, mais cela pourrait être possible dans d'autres systèmes solaires. Lorsque 2 planètes partagent une orbite et se rapprochent, l'une d'elles peut en éjecter une autre de son orbite, dans une direction inconnue, ou même être poussée vers le Soleil, car les forces gravitationnelles des 2 planètes interagissent. Si les 2 forces gravitationnelles s'attirent, les planètes peuvent commencer à se rapprocher l'une de l'autre et boum, collision. Ou bien elles peuvent réussir à partager leur orbite en formant une trajectoire semblable à celle d'un fer à cheval, comme cela s'est produit avec la Terre et Tellus. Ce n'est pas la première fois que cela arrive à la Terre. Il y a 4,5 milliards d'années, lorsque le système solaire n'existait que depuis quelques dizaines de millions d'années, un objet spatial aussi grand que Mars s'est dirigé vers notre planète et l'a percuté. Selon la théorie, la Terre a attiré les débris de cette planète dans son orbite et ces morceaux ont fini par former la Lune que nous connaissons aujourd'hui. La collision a probablement provoqué une résurgence sur la Terre. Les plus anciennes roches que nous avons trouvées sur notre planète sont encore plus jeunes que certains météorites que nous avons découverts. Uranus a probablement aussi subi une énorme collision. Il y a des milliards d'années, un objet spatial au moins 2 fois plus grand que la Terre s'est approché très près de la jeune géante gazeuse. Les 2 corps sont entrés en collision avec une force si puissante qu'elle a fait basculer Uranus sur le côté. Cette dernière a survécu, mais depuis, elle tourne sur le côté différemment de toutes les autres planètes de notre système solaire. Notre système solaire originel a été créé parce que la gravité a rassemblé un nuage de gaz et de poussière. C'était un endroit chaotique où les débris se heurtaient constamment aux planètes qui grandissaient et se formaient à cette époque.
deux planètes peuvent difficilement partager la même orbite exacte car elles ne peuvent pas rester stables. Il s'agit sans doute d'une orbite quasi stable, ce qui signifie techniquement qu'il n'y a pas d'ordre, que tout est instable. C'est pourquoi nous ne pouvons pas être complètement détendus concernant Tellus, même si la situation n'a pas l'air inquiétante pour le moment. Cela ne veut pas dire que la collision aura lieu tout de suite. Cela peut prendre des milliards d'années. Il existe des éléments appelés points de Lagrange, 5 points spécifiques où la gravitation d'une planète et du Soleil s'annule. Si l'on considère les masses d'une seule planète et du Soleil, les 3 corps peuvent se déplacer dans une orbite prévisible pour toujours. Mais sur ces 5 points, seuls 2 sont stables. Tout ce qui se passe au niveau des 3 autres causera des problèmes. De plus, 2 d'entre eux, L4 et L5, sont des points où les astéroïdes se rassemblent. Les géantes gazeuses en ont des milliers, mais notre planète n'en a qu'un seul, l'astéroïde 3753 Kruitné, et il est en orbite quasi stable avec notre monde. Il ne restera pas stable pour toujours, mais si c'était le cas, 2 planètes pourraient partager leur orbite. Les jours sont un peu plus longs désormais, l'année est plus longue aussi, nous ne pouvons toujours pas nous fixer sur le calendrier car les conditions changent encore, les planètes s'adaptant en permanence à la nouvelle orbite. Le climat est le même pour l'instant, probablement similaire à celui de Tellus puisque nous orbitons le long du même disque autour du Soleil. Nous avons découvert que Tellus est assez semblable à la Terre et présente des conditions similaires, ce qui signifie que nous pourrions peut-être y vivre un jour. La planète se rapproche du point le plus proche tous les 33 ans, et ensuite elle passe derrière le Soleil. Nous avons donc lentement collecté des données sur ces conditions. Nous envisagions de nous y installer, mais quelque chose d'excitant s'est alors produit. Nous avons commencé à recevoir des messages de l'espace pour la première fois. Ils sont arrivés par radiofréquence dans une langue inconnue. Nous essayons actuellement de déchiffrer ces messages et en même temps de préparer la première visite. Nous pensons que quiconque se trouve là-bas vient en paix. Ils ont fait un long voyage jusqu'à notre système solaire. Aujourd'hui est le jour où nous allons visiter Tellus pour la première fois. Les vaisseaux spatiaux vont arriver d'une minute à l'autre. Ils sont partis il y a 9 jours. Les journalistes sont prêts, les gens applaudissent, les caméras sont allumées. Tout le monde attend. Aujourd'hui, Tellus est à son point le plus proche, mais il ne restera pas là très longtemps, peut-être quelques jours, donc nous n'avons pas beaucoup de temps pour l'explorer et voir qui s'y trouve. Nous espérons pouvoir leur rendre visite, nous faire de nouveaux amis, collaborer, voyager pour découvrir de nouveaux endroits. Jusqu'à présent, nous avons seulement vu quelques photos que les scientifiques ont prises de loin. Il semble qu'ils aient beaucoup d'eau, puisqu'il y a de nombreuses chutes d'eau et des lacs beaucoup plus profonds et plus larges que les nôtres, cachant peut-être de magnifiques créatures que nous ne connaissons pas. Ils pensent qu'il pourrait y avoir des volcans, peut-être trouverons-nous quelque chose de plus grand que l'Olympus Mons sur Mars, qui est le plus grand volcan que nous ayons trouvé dans notre système solaire, de la taille de l'Arizona et d'un diamètre de 600 km. Tellus a peut-être des vents super puissants, comme Vénus, dont les vents sont 50 fois plus rapides que sa rotation. Qui sait s'il y a de l'eau glacée, la matière qui existe partout dans notre système solaire, notamment dans les cratères ombragés de la Lune et de Mercure. Peut-être que Tellus changera de taille, comme Mercure, qui a des reliefs semblables à des falaises avec des cicatrices de failles relativement petites qui nous font penser qu'elle rétrécit lentement, mais constamment. Tellus abrite peut-être de hautes montagnes comme Pluton, qui n'est pas une planète, mais qui a quand même d'impressionnantes montagnes glacées de 3300 mètres de haut. Quoi qu'il en soit, c'est aujourd'hui que nous le découvrirons. Alors, souhaitons-nous bonne chance. Laisse-moi te raconter une petite histoire. Dans un système stellaire très lointain, à 2600 années-lumière pour être plus précis, se trouve une exoplanète baptisée Kepler 1658b. C'est une géante gazeuse semblable à notre Jupiter. Mais ce qui la différencie de Jupiter, c'est que cette pauvre planète est condamnée. Elle se dirige en spirale vers son étoile mère, ce qui finira par provoquer une brûlante collision. Mais le plus intéressant, les astronomes seraient restés totalement ignorants de ce fait s'il n'y avait pas eu un tout petit indice. Il s'agissait d'un changement absolument minuscule dans l'orbite de cette planète. Et il serait passé complètement inaperçu si les astronomes n'avaient pas comparé plus d'une décennie de données collectées par différents télescopes. Concrètement, les astronomes ont observé cet exo-Jupiter passer entre notre planète et son étoile mère une fois toutes les 2 semaines au cours des 13 dernières années. Et ils ont constaté que l'orbite de la planète était de plus en plus réduite. Chaque année, Kepler 1658b a besoin de 131 millisecondes de moins pour effectuer une révolution autour de son étoile.
Si cette tendance se poursuit, la planète entrera certainement en collision avec son astre dans 2,5 millions d'années. Même avant cette découverte, des simulations informatiques prédisaient déjà que certaines planètes pourraient finir par s'écraser sur leur étoile. Mais c'est la première fois que les astronomes ont acquis une preuve concrète d'une pareille issue, en mesurant des changements presque imperceptibles dans l'orbite d'un corps céleste. Ils savent maintenant avec certitude ce qui se passe lorsqu'une planète s'apprête à s'écraser sur son étoile, même si nous ne serons probablement pas là pour en être témoins. Mais laisse-moi t'en dire un peu plus sur cette planète condamnée. Elle a été découverte par le télescope spatial Kepler de la NASA, aujourd'hui hors service. Lancé en 2009, il avait pour mission de trouver des planètes en orbite autour d'autres étoiles, appelées exoplanètes. Et la toute première exoplanète repérée par le télescope a été la géante gazeuse dont nous venons de parler. Mais il aura fallu une dizaine d'années aux astronomes pour confirmer que ce corps spatial était bien une exoplanète. Cet astre est comme une version plus dense de Jupiter, prend l'équivalent de 6 Jupiters en termes de matière, presse-les en une boule environ 1,1 fois plus grosse, et voilà le travail. La planète est en rotation synchrone avec son étoile mère, ce qui signifie qu'elle effectue un tour complet chaque fois qu'elle achève une révolution autour de l'étoile. Par conséquent, c'est toujours le même côté de la géante gazeuse qui fait face à cette dernière. C'est la même chose que pour notre Lune. Notre satellite naturel est en verrouillage gravitationnel avec la Terre, c'est pourquoi nous ne voyons que la moitié de sa surface. Qu'est-ce qui attire inexorablement l'exo-Jupiter vers son étoile ? Eh bien, c'est le même processus qui éloigne la Lune de la Terre. Lorsqu'une Lune se trouve en orbite autour d'une planète, ou qu'une planète est en orbite autour d'une étoile, leurs forces de gravité interagissent et exercent une attraction sur la masse de l'autre. C'est ce qui provoque les marées sur Terre. Cette attraction libère de l'énergie et elle peut faire accélérer ou ralentir un objet. Dans le premier cas, le corps spatial s'éloignera peu à peu. Dans le second, il commencera à se rapprocher. Et c'est exactement ce qui arrive à cette géante gazeuse. Son étoile mère a une masse 1,5 fois supérieure à celle de notre Soleil. Il n'est donc pas étonnant que ces forces de marée ralentissent progressivement le mouvement de la planète, l'attirant vers l'intérieur. Tout cela semble assez tragique, mais cette collision potentielle n'est pas, et de loin, la chose la plus bizarre qui se produise dans l'espace. Penchons-nous sur d'autres cas. Bételgeuse, par exemple, une géante rouge située dans la constellation d'Orion, a commencé à s'assombrir en 2019. Et cela a déconcerté les astronomes. À ce moment-là, l'étoile avait déjà enflé pour atteindre des proportions phénoménales. Si elle devait remplacer notre Soleil, sa surface s'étendrait bien au-delà de l'orbite de Jupiter. Puis Bételgeuse est devenue moins lumineuse durant l'automne 2019, et ce processus s'est poursuivi jusqu'en février 2020. Les changements étaient perceptibles à l'œil nu, et pour cause, la luminosité de l'étoile avait chuté de 2/3. À ce moment, les astronomes étaient persuadés que Bételgeuse était sur le point d'exploser en une supernova. Ils ont continué à observer l'étoile, mais de façon inattendue, elle a retrouvé sa luminosité habituelle. Grâce au télescope spatial Hubble, les scientifiques ont compris que l'étoile avait éjecté une partie de sa matière et que celle-ci bloquait partiellement sa lumière. Que dirais-tu d'exoplanètes semblables à de la barbe à papa ? Il s'agit de planètes particulières situées en dehors de notre système solaire. Également surnommées super-puffs, elles ont la densité la plus faible jamais enregistrée, ce qui leur donne un aspect aérien et dufteux. Bien qu'elles ressemblent à la friandise la plus emblématique des parcs d'attractions, ces planètes sont absolument énormes. À bien y penser, les scientifiques découvrent sans arrêt des choses bien étranges dans l'espace. Certaines d'entre elles ressemblent juste à des taches floues, mais il y a un type de ces taches qui ne s'apparente à aucun autre corps spatial connu. Les ORC, ou cercles radio étranges, ne sont visibles qu'au moyen de radiotélescopes. Il pourrait s'agir des restes de supernovas, mais certains astronomes vont jusqu'à affirmer qu'ils pourraient être l'entrée de trous de verre. Il s'agit de tunnels hypothétiques entre deux points très éloignés dans l'espace. La mission Juno a remarqué quelque chose d'étrange dans la haute atmosphère de Jupiter. Cette manifestation inhabituelle consistait en des phénomènes lumineux transitoires bleutés, virevoltant au-dessus de la surface de la planète. Il s'agissait de deux types d'éclairs étincelants, qui se produisent pendant de courtes périodes de temps, quelques millisecondes tout au plus.
Ils s'étendent de haut en bas vers la surface de la planète. Sur Terre, ces éclairs se produisent généralement à une hauteur de 100 km au-dessus d'orages massifs. Les planètes errantes ne tournent pas autour de leur étoile, peut-être parce qu'elles n'en ont tout simplement pas. Ces corps spatiaux flottent librement à travers l'univers et peuvent se retrouver littéralement n'importe où. Ils sont également assez difficiles à détecter, car les planètes errantes ne produisent que de faibles émissions. Mais il n'y a pas si longtemps, des astronomes ont repéré la plus petite planète errante de la Voie lactée. Elle est plus petite que la Terre, mais un peu plus grande que Mars. Les sursauts radio rapides sont des émissions spectaculaires d'ondes radio d'une durée de quelques millisecondes, sauf qu'ils recèlent autant d'énergie que notre Soleil en produit en plusieurs jours. La plupart de ces sursauts radio rapides proviennent de très loin, bien au-delà de la Voie lactée. Mais récemment, des astronomes en ont détecté quelques-uns provenant de notre propre galaxie. Et leur source était un magnétar situé à seulement 30 000 années-lumière de notre planète. Si elles existent, les pattes nucléaires sont la matière la plus solide de tout l'univers. Formée à partir des restes d'étoiles éteintes, cette substance est comprimée pour former des enchevêtrements de matière semblables à des spaghettis. Elles peuvent se briser, mais seulement si tu y appliquais 10 milliards de fois la pression nécessaire pour rompre l'acier. Il n'y a pas si longtemps, des chercheurs ont découvert que l'une des étoiles les plus massives de notre voûte céleste avait tout simplement disparu. Il s'agissait d'une étoile située à 75 millions d'années-lumière de la Terre. Normalement, c'est trop loin pour que les astronomes puissent y distinguer clairement des étoiles individuelles, à moins qu'elles ne soient énormes. Et l'étoile dont nous parlons l'était clairement. Elle brillait 2,5 millions de fois plus fort que notre Soleil. Les astronomes ont vu cette étoile pour la dernière fois en 2011. Ils ont décidé de l'examiner de plus près après quelques années, mais il était déjà trop tard. L'étoile avait disparu. Des étoiles aussi massives achèvent généralement leur existence dans des supernovas extrêmement lumineuses, mais les astronomes n'ont rien remarqué de tel. Il existe une théorie selon laquelle l'étoile se serait effondrée en un trou noir, sans produire de supernova au préalable. Ce phénomène se produit chez les étoiles en fin de vie, mais demeure extrêmement rare. Il y a les trous noirs, et il pourrait y avoir aussi des mini-trous noirs, même si leur existence n'a pas encore été démontrée. Contrairement à leurs énormes cousins, ces hypothétiques mini-trous noirs pourraient être... Comme tu le sais, toutes les planètes de notre système solaire tournent autour du Soleil, dans un certain ordre. Mais devine quoi? 2 planètes pourraient entrer en collision l'une avec l'autre et provoquer une catastrophe cosmique. Voici Neptune, la planète la plus éloignée de notre système solaire. Elle est 17 fois plus lourde et 4 fois plus grosse que la Terre. Elle se trouve à 30 unités astronomiques du Soleil. Une UA est la distance entre le Soleil et la Terre. Elle est donc 30 fois plus éloignée de notre étoile que nous ne le sommes. Et Neptune fait un tour complet autour du Soleil en 164 ans, sur une orbite presque circulaire. Neptune est froide, calme et stable. Mais une planète pourrait perturber cet équilibre. Pluton. C'est une planète naine couverte de roches et de glace. Elle est 6 fois plus légère et 3 fois plus petite que notre Lune. C'est son orbite qui nous intéresse. Si tu regardes une carte du système solaire depuis le haut, tu peux voir que son orbite n'est pas ronde, mais elliptique. C'est donc un cercle légèrement aplati. À son point le plus éloigné, Pluton se trouve à 49 unités astronomiques du Soleil. Lorsqu'elle se déplace, elle se rapproche de l'étoile. À son point le plus proche, Pluton se trouve à environ 29,5 UA du Soleil. C'est plus proche que Neptune. Donc hypothétiquement, elle pourrait entrer en collision. Regardons cette potentielle collision de plus près, encore plus près. Bien, Neptune et Pluton se rapprochent lentement l'une de l'autre. Ce sont 2 mondes très froids, mais ils commencent à interagir l'un avec l'autre par gravitation, comme 2 aimants. Cela les réchauffe de l'intérieur. Neptune est une géante gazeuse, dépourvue de surface solide. Il n'y a donc pas encore beaucoup de changements. Mais Pluton a une surface rocheuse. À cause de l'influence gravitationnelle de Neptune, elle commence à se fissurer. Pluton subit continuellement des tremblements de terre. Cela la fait chauffer encore plus. Lorsque Pluton touche presque la géante gazeuse, elle commence à s'effriter de l'intérieur. De plus, Neptune a une atmosphère très dense. La planète naine commence donc à s'enflammer à cause de la friction avec les gaz de la haute atmosphère. Pluton est maintenant très chaude d'un côté et très froide de l'autre. Cela provoque une grave déformation et elle commence à s'effriter.
La moitié des fragments de la planète naine restent dans l'orbite de Neptune. Ils entreront en collision les uns avec les autres jusqu'à ce qu'ils se transforment en poussière et deviennent de nouveaux anneaux de la planète géante. D'autres fragments se consumeront dans l'atmosphère de Neptune. Et les plus gros rochers qui restent de Pluton tomberont sur Neptune jusqu'à ce qu'il soit complètement pulvérisé. Neptune a donc littéralement avalé Pluton et a continué son orbite sans aucun changement. Tout cela parce que la géante gazeuse est 20 fois plus grande et beaucoup plus lourde que la planète naine. Cette collision ne ferait donc aucun mal à Neptune. Mais cela ne peut pas vraiment se produire, car leurs orbites ne se croisent pas vraiment. Regardons à nouveau la carte du système solaire. Pas d'en haut, mais de côté cette fois. Les 9 planètes ici présentes sont toutes sur une ligne horizontale à partir du Soleil. La distance qui les sépare est grande et leurs orbites ne se croisent pas. Voici l'orbite de Pluton. Tu peux voir qu'elle est inclinée par rapport à la ligne horizontale de toutes les planètes. Elle commence au sommet, puis plonge sous les orbites des planètes et revient. Donc Pluton ne peut jamais entrer en collision avec Neptune. Pourtant, des collisions planétaires se sont déjà produites dans notre système solaire. Et c'est même grâce à ces collisions que la vie est apparue sur Terre. Remontons le temps jusqu'à il y a presque 4,5 milliards d'années. Cette boule de lave chaude, c'est la Terre. Elle vient de se former à partir d'un nuage de poussière et a commencé à refroidir. Mais alors, une planète errante de la taille de Mars est apparue à l'horizon. Elle s'appelait Theia. Elle s'est inévitablement approchée de notre planète. La collision avec Theia s'est produite à un angle parfait. Si Theia nous avait percuté de plein fouet, les deux planètes auraient été réduites en miettes. Mais elle nous a frappé presque à la tangente. Theia a arraché une partie de la matière de la jeune Terre et s'est elle-même réduite en miettes. Elle ne pouvait plus continuer son voyage car la Terre l'a prise dans son piège gravitationnel. Un grand fragment de cette planète est resté dans notre orbite. Des fragments plus petits se sont écrasés les uns sur les autres, tombant sur Terre ou rejoignant les restes de Theia. La poussière est retombée et nous pouvons voir cette image familière, la Terre et la Lune. C'est la principale théorie sur la façon dont nous nous sommes retrouvés en compagnie de notre satellite naturel. Les scientifiques affirment que c'est cette collision qui a provoqué l'apparition de la vie sur Terre. Theia a apporté beaucoup de glace qui s'est transformée en eau sur notre planète. La nouvelle Lune a stabilisé la rotation de la Terre et les conditions sur la planète sont devenues idéales pour l'émergence de la vie. Un autre genre de collision pourrait créer une onde de choc qui s'étendrait sur des milliers d'années-lumière. Une collision stellaire. Cela se produit généralement dans les systèmes binaires avec une naine blanche et une étoile régulière comme notre Soleil. Une naine blanche est le reste d'une étoile qui s'est éteinte. Lorsque les étoiles se rapprochent, elles commencent à se déplacer l'une autour de l'autre dans une danse en forme de spirale. La naine blanche tire vers le bas les couches supérieures de la plus grande étoile. Ce plasma chaud et cette poussière d'étoiles forment un disque lumineux. Les deux étoiles se rapprochent de plus en plus. Lorsqu'elles fusionnent enfin, cela provoque une réaction en chaîne dans le cœur de l'étoile chaude. La masse de matière exerce une pression trop forte sur le cœur de celle-ci. Les entrailles de l'étoile combinée se réchauffent alors encore plus et elles se dilatent, créant une supernova. C'est l'un des événements les plus brillants de l'univers. La lumière de l'explosion peut être vue à des centaines d'années-lumière. Une autre vision spectaculaire est la collision d'une étoile avec un trou noir. Les trous noirs sont les objets les plus lourds de l'univers et leur gravité est incroyablement forte. Alors quand une étoile et un trou noir se rapprochent, le trou noir commence à manger la matière plus légère de l'étoile. Le plasma chaud, comme des spaghettis, se dirige vers le cœur du néant noir. Pour un observateur, ce plasma semble se déposer sur le bord même du trou noir. C'est ce qu'on appelle l'horizon des événements. Il se trouve que le temps est considérablement ralenti près d'un objet aussi lourd. On a donc l'impression que la matière reste sur l'horizon des événements, mais en réalité, elle est partie depuis longtemps au cœur du trou noir. Alors qu'il se rapproche encore plus, le trou noir commence à déchirer littéralement l'étoile et l'avale entièrement. À ce stade, le trou noir recrache environ la moitié de la masse de l'étoile sous la forme d'un faisceau d'énergie sortant directement de son cœur. L'autre moitié de la masse de l'étoile devient de la nourriture pour cette bête noire. Nous connaissons de nombreux trous noirs dans notre univers. Les plus lourds d'entre eux se trouvent généralement au centre des galaxies. Ils peuvent être des millions de fois plus lourds que le Soleil. Mais que se passerait-il si deux trous noirs entraient en collision l'un avec l'autre ? Les scientifiques ont eu l'occasion d'observer un tel événement.
deux trous noirs pesant respectivement 66 et 85 masses solaires se sont progressivement rapprochés l'un de l'autre. Ils ont dansé ensemble, faisant dévier la lumière qui passait près d'eux. Mais ensuite, ils ont fusionné en un énorme trou noir, pesant 142 masses solaires. À la même seconde, le nouveau trou noir a libéré des ondes gravitationnelles dans l'espace avec une énergie de 9 masses solaires. Les scientifiques ont pu capter ces ondes et observer la fusion des deux trous noirs. Mais cet événement s'est en fait produit il y a environ 17 milliards d'années. Nous ne le voyons que maintenant car les particules de lumière et les ondes gravitationnelles ont mis énormément de temps à parcourir la distance de 17 milliards d'années-lumière jusqu'à la Terre. Considère maintenant une collision à l'échelle galactique. Littéralement, il s'agit d'une collision entre la Voie lactée et la galaxie d'Andromède. Cet événement se produira dans 4,5 milliards d'années, alors reste à l'écoute. La Voie lactée compte environ 100 milliards d'étoiles, tandis qu'Andromède en compte environ 1000. Lorsque les galaxies s'approcheront l'une de l'autre, elles feront plusieurs cercles l'une autour de l'autre. À ce moment-là, certaines étoiles seront peut-être éjectées de leur galaxie comme par un lance-pierre. Puis, la Voie lactée et Andromède commenceront à fusionner. Un scénario possible est que notre système solaire entre en collision avec un autre système stellaire d'Andromède. Dans ce cas, il pourrait y avoir une collision stellaire et une supernova par la suite. Notre monde serait détruit. Une autre possibilité est que le Soleil soit éjecté dans l'espace noir. Dans ce cas, nous ne remarquerons peut-être même pas la différence. Tout ce que nous verrons sur Terre, c'est un ciel étoilé qui disparaît progressivement, car notre système solaire voyagera dans l'espace, loin de sa galaxie d'origine. Mais le scénario le plus probable est que lorsque les galaxies fusionneront, cela se fera sans aucune douleur pour nous. En fait, l'espace